Bonjour à tous et bienvenue dans l'Église du Monde. Un envoyé spécial du pape, le cardinal Rodé, s'est rendu au Monténégro il y a quelques jours pour participer aux célébrations du 12e centenaire de la translation des reliques de Saint Tryphon, un saint très important pour la minorité catholique du Monténégro, mais également pour la majorité orthodoxe du pays. Le Monténégro, l'une des 6 républiques qui hier composaient l'ancienne Yougoslavie. Le pays est indépendant depuis 3 ans. Son projet, construire un État pluriethnique qui protège ses minorités. Car comme partout dans la poudrière des Balkans, le Monténégro est une mosaïque de peuples et de cultures où religion rime avec nation. Décryptage avec un prêtre orthodoxe. Bonjour et merci d'être avec nous. Père Živko Panev, est-ce que je prononce bien votre nom? Bien sûr, bonjour. Vous êtes recteur de la paroisse orthodoxe Notre-Dame souveraine à Chaville, professeur à l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge et puis également fondateur et directeur de ce très bon site internet orthodoxie.com. Je précise que vous êtes originaire des Balkans Tout à fait. Je suis originaire de l'ex-république yougoslave de Macédoine. De Macédoine. Alors le Monténégro est un pays mal connu et pourtant, vous allez le voir sur ces images tournées dans les Bouches de Kotor, c'est un joyau de la mer Adriatique, dernier né des pays d'Europe, petit pays, tout petit avec à peine 700 000 habitants. En mai 2006, après référendum, le Monténégro se sépare de la Serbie avec laquelle il formait la République de Serbie et Monténégro. Il s'agit de la première sécession pacifique de l'histoire récente des Balkans finalement, Père. Oui, après la Slovénie. Oui et non, aussi la Macédoine. La Macédoine également. Sans conflit. Tout à fait. Quels sont les peuples et nationalités du Monténégro et est-ce que la cohabitation se passe bien? Parce qu'on sait que les Balkans, c'est une mosaïque de peuples et de cultures, c'est en tout cas ce qu'on dit. Avec des minorités croates, serbes, tout ça est mélangé, bosniaques. Voilà, tout à fait, c'est mosaïque de peuples et des ethnies, mais également il faut savoir que la frontière de peuple-ethnie est moins marquée dans l'ex-espace yougoslave, car la majorité parlait aussi serbo-croate, c'est la même langue, en quelques différences. Il faut savoir aussi qu'au Monténégro, il y a la majorité de la population se prononce être monténégrin, mais ce concept de monténégrin comporte aussi une notion d'appartenance d'une région autant qu'un État, une nation. Parce qu'en fait, ethniquement, du point de vue ethniquement, ce sont des tribus slaves, surtout serbes, qui vont peupler donc, cette région Monténégro et également la Bosnie-Herzégovine actuelle, la Serbie actuelle. On dit que le Monténégro, le projet du Monténégro, de cet État qui est donc très récent, hein, à peine 3 ans, c'est d'être un État pluriethnique qui respecte tout le monde. Est-ce que c'est vrai ou ça c'est juste pour les journalistes? Mais écoutez, sans doute c'est vrai. Enfin, aujourd'hui, personne ne peut dire que soit instaurer une dictature, bien évidemment. Bon, donc c'est un tout petit pays. Vous savez, tout projet, il faut avoir une certaine masse critique pour que ce projet prenne la chair, la forme. Déjà, il faut savoir, avec 600 000, un peu plus de 600 000 habitants, avec 13 800 km² de superficie, donc ce qui est 40 fois plus petit que, la France. 2 ou 3 départements français. C'est un tout petit État qui souhaite donc faire partie de l'Union européenne. La preuve en est également qu'ils ont proclamé comme monnaie officielle l'euro sans qu'il soit accepté. Voilà, donc ils aspirent d'appartenir à l'espace démocratique européen. Ce qui est un peu drôle, excusez-moi de dire comme ça, parce qu'en fait, finalement, qu'est-ce qu'on voit? Toutes ces nations, tous ces peuples, ethnies, hier, ils faisaient tout, même ils se faisaient la guerre pour se séparer, ne plus vivre ensemble. Maintenant, ils souhaitent de nouveau vivre ensemble, mais dans l'Europe unie. Mais ce n'est pas si mal, parce qu'en fait, ils voient l'Europe comme un espace démocratique. Ils peuvent vraiment cohabiter de manière démocrate et pacifique. Le paysage religieux Monténégro, quel est-il? Écoutez, Monténégro fait partie de l'espace ecclésiastique de l'Église orthodoxe serbe. Donc, il faut le savoir. Donc, la majorité de chrétiens sont orthodoxes, qui appartiennent donc à l'Église serbe, donc, qui est présente là, sous la forme d'un métropole de Monténégro, qui fait partie de l'Église orthodoxe serbe. Le métropolite
donc, du Monténégro, Monseigneur Amfiloque, fait partie de l'Église serbe. Il est même membre du Saint-Synode, donc l'organe permanent, et actuellement, puisque le patriarche serbe est malade, donc c'est lui qui le remplace par intérim. Alors ceci dit, il y a une situation, j'ose pas dire schismatique, mais un petit peu complexe avec un autre courant de l'orthodoxie qui lui se dit monténégrin. Oui, une toute petite groupuscule, je dirais, qui n'arrive pas prendre, si vous voulez, reprendre et prendre l'espace ecclésiastique qui est l'église dite monténégrine. Donc c'est une église qui était, disons, lancée sous l'impulsion de ce mouvement de séparatisme, d'indépendantisme de l'État monténégrin. Il y a un monsieur qui a le titre de métropole de Monténégro, mais qui est reconnu par personne, par aucune église, même avant qu'il soit ordonné sacré évêque de cette église schismatique, il a été déposé, c'est-à-dire réduit à l'état laïque de sa propre église parce qu'il faisait partie de patriarcat de Constantinople. Une fois réduit à l'état laïque, il s'est adressé à une autre église schismatique. Ça existe, le schisme, dans l'histoire de l'église. L'église parallèle schismatique de Bulgarie, qu'il a ordonné à évêque. Très compliqué. À un moment donné, il était relié à l'église schismatique d'Ukraine. C'est vrai que c'est parfois un peu compliqué. Voilà, c'est très compliqué. C'est-à-dire que pour nous, les orthodoxes, ils ne font pas partie de la communion des églises orthodoxes. Ce n'est pas une église canonique. Et pour nous, donc, il n'y a que cette église, bien évidemment, canonique, qui est l'église, la métropole de Monténégro. Et à part donc, les orthodoxes, il y a bien évidemment des catholiques. Alors voilà, on va en venir aux catholiques dans 2 secondes, mais juste avant, peut-être un mot sur la façon dont ont réagi les orthodoxes serbes à l'indépendance du pays. Est-ce qu'ils la souhaitaient ou pas? Écoutez, vous savez, est-ce qu'ils le souhaitaient? Bien évidemment que non. Voilà. Bien évidemment que non, parce que pour eux, Monténégro fait partie des pays, des régions serbes. Historiquement, c'est vrai, parce que depuis toujours, ces tribus-là faisaient partie de l'espace culturel, l'espace ecclésial du peuple serbe. Donc, et de ce sens-là, ils voyaient mal, bien évidemment, mais aussi les Monténégrins serbes, ils voient mal tout cela. À part ça, il y a un problème aussi de viabilité économique, bien évidemment, qui se pose. Ce problème ne se pose pas seulement au Monténégro, mais à mon avis, à tous ces pays issus d'espace, ex-espace yougoslave. Venons-en aux catholiques. Ils sont combien au Monténégro? Ils sont minoritaires par rapport à l'Église serbe, mais ils sont présents. Et puis toujours, il faut savoir une chose qu'on connaît mal en Occident, mais aussi chez nous, ex-espace yougoslave. En fait, depuis le début, l'Église de Rome et l'Église de Constantinople étaient présentes, toute l'Église était présente dans cet espace. Et tantôt, ces territoires appartenaient, au point de vue juridictionnel, à l'Église de Rome, tantôt à l'Église de Constantinople. Il y avait une concurrence entre ces deux églises avant le schisme, avant la séparation. Donc, derrière, il y avait aussi des visées politiques, bien évidemment. Par exemple, certains historiens pensent que c'est les reliques des saints orientaux, parce que c'est un Tryphone. Et bien justement, voilà, on va en parler. Saint Tryphon, c'est un saint d'Orient. D'Orient, tout à fait. Mais voilà. Les reliques sont dans une cathédrale catholique à Kotor. On va voir les images de cette cathédrale catholique qui sont vénérées par de très nombreux catholiques, bien sûr, mais aussi par les orthodoxes. Ça, c'est important. Qui est Saint Tryphon dont on fêtait le 12e centenaire de la translation des reliques? Voilà, déjà sur les reliques de Saint Tryphon ont été envoyées là par les Byzantins, parce qu'en fait les Byzantins voyaient le fait qu'ils envoient donc les reliques des saints orientaux, ils voulaient par ce biais-là garder dans la sphère d'allégeance Venise et toutes les cités qui étaient sur la côte adriatique. Donc là, on est quoi, au IIIe siècle après Jésus-Christ? Donc les translations des reliques, c'est 809. Et là, oui, voilà, les translations, c'est après. Saint Tryphon lui-même, il est originaire de Phrygie, donc l'Asie mineure, actuellement d'un village à côté de Apamée, c'est une petite ville, actuellement c'est en Syrie. Et il est donc martyr du IIIe siècle, il est mort sous l'empire d'Hesse en l'an 250.
Chaque année, à Boka Kotorska, je ne sais pas si je prononce bien, les Bouches de Kotor, en français, ont pris Saint-Tryphon dès le mois de janvier. Les Bouches de Kotor, c'est cette région où il y a beaucoup de catholiques au Monténégro. Les célébrations atteignent leur apogée le 3 février, le jour de la Saint-Tryphon. Je vous propose de regarder cet extrait de documentaire. C'est édifiant, vous allez le voir. Le culte de Saint-Tryphoun a laissé une profonde empreinte sur la foi des habitants de Boka. La population de Kotor commence à vénérer le saint patron fin janvier avec des chants de louanges exécutés par le petit amiral devant la porte de la cathédrale. Le point culminant des célébrations, qui durent 2 semaines, a lieu le jour de la Saint-Tryphoun, lorsque de nombreux invités se joignent à la population locale. La marine de Boka prend une part particulière à la célébration de la fête du saint patron. Gospodine viceadmiralu, odred starodnevne bokarske mornarice postrojene u čast Svetog Tripuna, patrona zaštitnika grada Kotora. L'institution de la marine de Boka est mentionnée dès le XIIIe siècle. La marine a été l'organisateur principal des fêtes de Saint-Tryphoun à partir du XVIe siècle. En tant que représentant de l'une des classes de la ville économiquement les mieux situées, la marine de Boka prend en main la gestion de la ville et a le droit de proposer des amnisties et d'accorder l'asile. Le jour de la Saint-Tryphoun, les membres de la marine de Boka, légèrement armés et en uniforme de fête, exécutent ce que l'on appelle le kolo de Saint-Tryphoun. Fête religieuse qui concerne directement les autorités civiles. Tout à fait. Un reportage sur ce qu'on vient, une réaction sur ce qu'on vient de voir dans le reportage. Mais écoutez, c'est formidable. Hein. On voit donc un saint qui réunit, comme vous avez dit tout à l'heure, des catholiques comme les orthodoxes. Il faut savoir que, comme j'ai dit tout à l'heure, les reliques ont été transportées à Kotor, qui est saint patron de la ville, il faut le dire, donc au 9e siècle. N'est-ce pas? La cathédrale elle-même a été bâtie déjà au 12e siècle et les catholiques et les orthodoxes avant le schisme étaient des chrétiens. S'il avait un problème, c'était un problème comme on dit, d'influence ecclésiastique, l'Église de Rome, l'Église de Constantinople. Et Saint-Tryphon, qu'est-ce qu'il représente dans les Balkans? Les Balkans, il est connu? Il est très fêté. Il est très fêté. Il n'y a pas que pas qu'au Monténégro. Au Monténégro. Par exemple, à Bulgarie, on l'appelle Saint-Tryphon Zarezan, c'est-à-dire Saint-Tryphon taillé. Parce qu'en fait, il est saint patron également des viticulteurs. Donc, c'est-à-dire qu'au mois de février, chez nous, dans les calendriers orthodoxes, c'est le 1er février qui est fêté. Donc, au mois de février, donc on sort pour tailler le vignoble, n'est-ce pas? Et il y a une fête qui est associée, on prie. Puis certains pensent qu'en fait, c'était l'ancien fête de Dionysios, le dieu de vin, qui était christianisé quelque part, ce que l'Église faisait depuis toujours. On va quitter les Bouches de Kotor pour se rendre à une centaine de kilomètres dans les terres au monastère orthodoxe d'Ostrog, l'un des monastères les plus visités des Balkans. On va en voir une image, voilà, une place de rencontre des 3 confessions, paraît-il, les orthodoxes, les catholiques et les musulmans. Que représente-t-il ce monastère pour les orthodoxes des Balkans? Écoutez, là il se trouve donc les reliques de Saint Basile, reliques qui sont, selon la tradition, miraculeuses, et donc il y a tout homme qui a la foi en Dieu vient auprès de ces reliques pour prier Dieu. Il y a beaucoup de miracles qui se font jusqu'à nos jours. Et c'est un phénomène qui existe des Balkans. Également, par exemple, au Kosovo, au monastère d'Ečani, il y a donc aussi le tombeau, le relique de Saint-Roi de Dečani, Stéphane Dečani, également où on voit les Serbes orthodoxes qui viennent prier,
mais également les musulmans albanais également qui vénèrent. Ça, c'est intéressant, ça. Voilà. Et puis ce monastère, alors là c'est autre chose, hein, rien à voir, fait écho à l'actualité, à celle d'un Serbe qui est né au Monténégro, dont on parle beaucoup en ce moment, le procès de l'ancien chef politique des Serbes de Bosnie, Radovan Karadzic, qui s'est ouvert cette semaine au TPI à La Haye. On dit qu'on l'aurait aperçu pendant sa cavale de 12 ans dans ce monastère. Est-ce que ça c'est quelque chose qui fait polémique au Monténégro On ne sait pas, vous savez, de cette affaire donc, malheureuse. Moi, personnellement, je ne suis pas au courant. Il y a beaucoup de rumeurs. Vous savez, c'est une question de politique, politicienne. Je ne peux rien ajouter de ça. Très bien, vous ne rentrez pas dans cette polémique-là et C'est dans difficile cette politique. pour moi de savoir ce qui s'est passé réellement. Alors, on va remonter quand même un peu le temps. On va en venir à cette guerre, à ces guerres de Yougoslavie qui ont mis les Balkans à feu et à sang. C'était hier, hein, dans les années 90. Regardez le témoignage de ces Monténégrins catholiques qui ont vécu la guerre. Je ne sais pas comment nous aurions survécu s'il n'y avait pas eu le secours catholique et le père Ivo Galić, un père de notre paroisse et de Tivat. La seule chose que l'on pouvait acheter dans les magasins était du sel. Il faut prier pour ne pas finir comme les gens de Srebrenica ou de Vukovar. Et peut-être les gens ont-ils prié pour éviter un tel destin. Nenad, le fils de Janja et Bošo Uzanović, a été contraint de participer à la guerre, bien qu'il ait été contre. J'ai senti l'odeur de la poudre, comme on dit. J'ai fait la guerre. À mon avis, une guerre injuste, qui a dressé frère contre frère. Vous voyez, je vis au Monténégro. J'ai dû aller combattre mes frères et mes sœurs, car j'ai des frères et des sœurs en Croatie, du côté de ma mère. Toutefois, je peux dire que j'ai prouvé mon courage aux Monténégrins et ma foi aux Croates, car je n'ai jamais tiré la moindre balle sur le soi-disant ennemi, qui étaient en fait mes amis, tandis que j'ai sorti 2 Monténégrins blessés de l'encerclement, et j'en suis fier. J'ai combattu mes frères et mes sœurs. Terrible. Terrible, oui, comme toute guerre civile, c'est horrible. Donc moi j'ai beaucoup souffert, j'étais là, enfin, j'habite en France depuis 88, ça fait plus de 20 ans. Je suis parti de la Yougoslavie hein, à l'époque, juste quelques uns avant cette guerre donc fratricide. Tout le monde maintenant quand j'y vais de nouveau visiter mes amis, soit en Macédoine, partout, tout le monde regrette en fait cette fraternité qui existait en Yougoslavie. Tout le monde regrette cette guerre civile. L'idée de la Yougoslavie est très belle. Mais écoutez, l'idée de Yougoslavie, on peut nommer ça Yougoslavie, mais vivre ensemble. Oui, c'est ça. C'est ça qui est le plus important. Être ensemble, être en communion, c'est un thème d'église, parce que c'est l'église, c'est ça. Et donc la communauté, vivre ensemble, c'est tout à fait naturel à l'homme. On va pas refaire l'histoire, mais en quelques mots, comment les églises chrétiennes ont vécu cette guerre dans les Balkans? Écoutez, mal, bien évidemment. Il faut savoir qu'en Serbie, avec cette guerre, donc, comme en Croatie, le premier réflexe de ces 2 églises est, si vous voulez, de se replier dans leur identité nationale. Mais évidemment, côté orthodoxe, moi je suis témoin, je sais que l'Église a vécu cette guerre comme une vraie Église chrétienne. Chaque fois quand il y a la possibilité, les églises, les monastères orthodoxes ouvraient les portes à tous les réfugiés, quelle que soit leur nationalité, identité religieuse. Cela a été le cas en Bosnie-Herzégovine, c'était le cas au Kosovo. Récemment, j'ai fait un voyage justement à Dečani et j'ai pu parler avec les moines. Ils m'ont dit qu'en fait, pendant la guerre du Kosovo, ils accueillaient tous les réfugiés, que ce soit serbes ou albanais. Voilà. De côté catholique, c'était exactement la même chose. La Yougoslavie, qui avant cette guerre était une république fédérale socialiste de 1943 à 1992. Le Monténégro a donc subi le joug communiste pendant près de 50 ans. Quelles sont les marques de cette période dans le pays? Réponse dans une paroisse catholique du Monténégro. Regardez.
La ville basse de Lastfa s'en est mieux sortie et est aujourd'hui l'une des paroisses les plus actives de la baie de Boka Kotorska. Elle compte 486 catholiques, dont la plupart pratiquent régulièrement. Le prêtre de la paroisse, le père Ivo Tjuric, bien que non natif de Boka, a pris cette région en affection après en avoir beaucoup entendu parler pendant ses études en Bosnie. Par amour pour Boka, il a choisi sa devise de prêtre. Mes pas m'ont conduit dans une région magnifique, chère à mon cœur, et c'est mon héritage. Pobožnost je baš u ovom dijelu biskupije naše bila u ranijim vremenima. Autrefois ici, la piété était très grande. La fréquentation de l'église, aller à la messe non seulement le dimanche, mais tous les jours, était tout à fait naturelle. Drugim danima bilo je jako prisutno. A došao onda jedan taj period Puis arriva un régime qui offrait le paradis sur terre. koji je ponudio raj na zemlji. Ne treba nam ništa, dovoljan sam sam sebi. Nous n'avons besoin de rien, nous nous suffisons à nous-mêmes, vous vous suffisez à vous-même, la vie est belle. Quel besoin avez-vous de l'Église? Vous avez ici tout ce dont vous avez besoin. C'est ainsi que l'on offrait toutes sortes de choses aux gens, de toutes les manières possibles. Ils essayaient. Sinon de fermer complètement, en tout cas de vider les églises. Et ils y sont parvenus assez bien. Mais voilà que d'un seul coup, ce paradis s'est effondré et s'est transformé, sinon en enfer, du moins en antichambre de l'enfer. Et les gens ont commencé à réaliser, bien que pas complètement, que tout cela n'était qu'une illusion et qu'on les trompait. Les gens ont réalisé que c'était une illusion, bien que pas complètement, dit-il, hein, précise-t-il quand même. Quelles sont les marques de ce passé communiste au Monténégro, notamment chez les croyants? Écoutez, Monténégro a beaucoup souffert l'Église orthodoxe au Monténégro a beaucoup souffert de ce communisme. Déjà, il faut savoir que le métropolite de Monténégro, Ioni, qui a été récemment proclamé saint, a été tué en 1945 avec 75 prêtres ensemble par les communistes. Donc c'était un athéisme à Monténégro spécialement féroce vis-à-vis de l'Église. On sait par exemple que les communistes organisaient des faux, enterrements de Dieu. Ils forçaient les prêtres de encenser, si vous voulez, d'enterrer Dieu. Donc ils étaient assez, comment dirais-je, assez militants dans leur athéisme. Donc a beaucoup souffert, d'autant plus qu'en fait, en même temps, il avait ce projet, si vous voulez, de ethnogenèse d'une nation monténégrine. L'Église serbe présente au Monténégro était vue non seulement comme Église chrétienne, contre laquelle il fallait combattre, mais aussi comme porteuse de l'identité serbe. Donc à cause de ça, tout était mélangé dedans. Donc c'était très compliqué, très difficile. Donc beaucoup de monastères, beaucoup d'églises ont été fermées, profanées, beaucoup de sacrilèges. C'était atroce, spécialement au Monténégro. Bien évidemment, il y a aussi des catholiques qui étaient persécutés en Yougoslavie. Les chrétiens en général. Le communisme était moins lourd, moins difficile dans une certaine mesure par rapport à ce qui s'est passé à l'Union soviétique, mais vis-à-vis de l'Église, c'était clair. Donc il faut donc la foi est l'ennemi du peuple, la religion est opium du peuple, et il fallait à tous les fronts combattre et contrôler tout cela. Aujourd'hui, au Monténégro, les gens reviennent à l'Église. Comment tout à ça fait. se passe, Aujourd'hui, l'Église orthodoxe au Monténégro, grâce aux efforts du métropolite actuel Amfiloch, a retrouvé toute sa vivacité, toute sa foi. Il y a beaucoup de monastères qui ont été fondés, de nouveaux monastères avec des jeunes gens qui s'installent dans les monastères, qui essaient de vivre l'idéal monastique, beaucoup de paroisses qui s'ouvrent. Donc ils ont une radio chrétienne, la radio Sotogora, maintenant une web télé également. Au niveau des livres, très dynamique, voilà, donc il y a un renouveau de l'orthodoxie au Monténégro. Pour conclure, un mot sur les catholiques qui, paraît-il, quittent le Monténégro.
pour aller en Croatie? Souvent, ils sont d'origine croate, dit-on, et ils quitteraient le Monténégro pour aller en Croatie. Écoutez, Et ils seraient de moins je en moins n'ai nombreux. pas, Vous n'avez pas le- vraiment, je peux rien vous dire, mais peut-être, peut-être, une des explications serait que peut-être la vie en Croatie est, au point de vue économique, est plus Voilà, facile. c'est pour une raison économique. Donc hein. je pense Voilà. que surtout, vous savez, chacun cherche de nous à une vie plus facile, entre guillemets. Donc, Et ce qui est bien légitime. tout à fait. Merci Père Givko Banev. Je rappelle que vous dirigez orthodoxie.com, le très bon site d'information en langue française sur l'orthodoxie en France et dans le monde. L'adresse internet s'affiche sur vos écrans. Et puis une autre adresse d'un site d'information assez complet sur les Balkans, celui du Courrier des Balkans. Vous verrez, c'est un très bon site d'information. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau voyage à travers les églises du monde.